Je suis vraiment ravi d'être parmi vous pour partager un moment sur une thématique qui certainement sur laquelle certains parmi vous travaillent. C'est la question de la culture, de la religion dans un pays maghrébin comme le Maroc. Mais de temps en temps, on essaiera aussi de faire des comparaisons avec d'autres pays comme la Tunisie et aussi parfois avec les études qui se font maintenant de plus en plus sur l'islam en Europe et notamment sur les jeunes et la socialisation des jeunes en Europe. L'idée, je ne sais pas si vous avez, ça peut-être dans la présentation, il m'arrive toujours de me définir pourquoi anthropologue, Fondation de roi Abdelaziz Al Saoud, c'est une bibliothèque, donc c'est une fondation, il y a une bibliothèque universitaire où nous essayons de offrir aux chercheurs une structure de documents en sciences sociales et en sciences humaines, évidemment. Mais notre objectif premier, c'est de créer une sorte de plateforme documentaire importante sur le Maghreb, projet sur lequel nous travaillons maintenant depuis carrément 34 ans. Et nous sommes en train de présenter maintenant une des sources de la documentation sur le Maghreb la plus importante au monde, puisqu'on est à peu près à 250 000 documents sur le Maghreb. Et quand on dit documents, c'est surtout des recherches, des articles. Donc c'est une base de données assez importante pour aujourd'hui suivre la recherche, suivre la production scientifique sur le Maghreb. Et à partir de là, nous faisons aussi des rencontres scientifiques, etc. Et parmi ces rencontres, comme je travaille sur une revue qui s'appelle Prologue, qui est aujourd'hui devenue une revue numérique, c'est une revue, un peu le concept de revue de livres à l'américaine. On crée des débats à partir des nouvelles parutions en sciences humaines et sciences sociales. Nous avons constaté que dans le pays, il n'y a pas véritablement d'alimentation du débat à partir d'enquêtes, d'études qui se font dans le domaine des sciences humaines et sciences sociales. Donc la revue est là, cet objectif-là, de présenter, ça s'appelle Prologue, le Maghreb des livres et des idées. Donc c'est une revue maghrébine avec des articles de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, sur des ouvrages qui souvent traitent du Maghreb en général. Aujourd'hui, la proposition est beaucoup plus technique, c'est de travailler avec vous sur l'approche de l'islam. Et je ne dis pas l'islamisme, c'est l'islam, mais l'islam tel qu'il est vécu par la population. Et c'est pour ça qu'on ajoute quotidien, comme aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle d'islam, les gens croient qu'on va parler de phénomène islamique et islamisme. On a eu cette idée en 2006 de faire une enquête sur justement l'islam tel qu'il est vécu par les Marocains, et on l'a intitulé l'islam quotidien avec si Mohamed Touzé, Hassan Bachir et Mohamed Ayadi qui ont mené cette enquête que j'avais publiée dans une collection de la revue Prologue à l'époque. L'idée c'est d'abord, il y a des généralités qu'il faut dire pourquoi choisir cette thématique-là. De l'autre côté de la Méditerranée, comme ici, comme vous le savez, l'islam au singulier, au pluriel, etc., qu'il faut bien préciser après, est un objet de débat, on le voit ça à travers les publications, à travers les stratégies des acteurs, aussi bien les diplomates, les experts, les chancelleries. À chaque fois qu'on nous sollicite pour des colloques, pour des choses, c'est toujours autour de ces thématiques-là. Et depuis maintenant, ça dure, depuis des années, les fondations allemandes, la coopération se fait toujours avec la volonté de comprendre un peu comment ça fonctionne au sein de l'islam. Donc il nous est apparu que c'est quelque chose aujourd'hui, une thématique qui est très demandée. Les sciences sociales doivent aussi participer à ce débat, éclairer ce débat-là. Et de plus en plus, nous constatons aussi qu'on a glissé de travail sur les islamistes, l'islamisme, leur intégration politique, vers maintenant quelque chose de beaucoup plus... la radicalité, la violence, etc. Donc il y a cette thématique, ces problématiques qui intéressent beaucoup de monde, et les États évidemment. Et donc il y a aussi un autre côté, ce côté politique, mais il y a un autre côté, c'est le côté scientifique aussi, comment dans nos disciplines,
étudier aujourd'hui qu'est-ce que ça, les approches des faits religieux islamiques, toutes ces questions de retour de religieux, de réislamisation, de sécularisation, l'islam et modernité, des problématiques générales, mais qu'il faut aborder avec les moyens et l'approche et les méthodes des sciences sociales. Et donc, ça fait débat. Et à partir de là, on dit, voilà, on va essayer d'aller chercher dans ce qui s'est fait comme recherche de terrain, sociologique, anthropologique, dans un pays comme le Maroc, qui a eu ce privilège peut-être par rapport au reste du monde arabe et par rapport au Maghreb, c'est qu'il a eu continuellement, depuis maintenant longtemps, des études qui ont porté, c'était un terrain fertile, il y avait des anthropologues, des sociologues étrangers et aussi marocains qui ont travaillé. Et donc nous avons pour le cas du Maroc l'avantage d'avoir une continuité, de pouvoir comparer, de pouvoir voir des évolutions, des ruptures, etc., puisque nous avons une documentation assez importante. Et donc, le cas marocain me paraît important, pas parce que je suis marocain, mais parce que je suis documentaliste et je m'intéresse à la documentation sur ce phénomène-là. D'abord, la religiosité des Marocains fait l'objet d'études ethnographiques et ethnologiques, on peut dire, dès la fin du XIXe siècle. Il y avait avant, c'est des sortes d'exploration du pays, et le fameux livre d'exploration, c'est cette reconnaissance du Maroc de Foucault. De Foucault qui va venir au Maroc, à Tanger, et qui va se déguiser en juif marocain, et donc faire un voyage tout au long du Maroc. Il va faire sa description de ce pays. Mais après, on va commencer à avoir beaucoup de travaux sur les confréries religieuses, essentiellement sur les confréries religieuses. Et avec Westermarck au début du XXe siècle, nous allons voir vraiment un premier travail ethnographique sur les coutumes, les habitudes, les rituels, etc. des Marocains, et qui reste jusqu'à aujourd'hui un des documents les plus importants sur la description de la religiosité des Marocains. Malheureusement, là aussi, ce n'est pas encore traduit, puisque les 2 volumes restent encore en anglais, et peu de travaux qui sont en français ne reflètent pas vraiment l'ampleur de ce travail. Et on a eu pendant toute la période coloniale beaucoup d'études sur justement les confréries religieuses, le rapport entre les confréries. Et à partir de ce travail, on voyait que à peu près une bonne partie du Marocain était affiliée à des confréries. Et on était affilié à une confrérie de père en fils. C'était quelque chose qui restait à travers l'histoire familiale. D'ailleurs, il y avait beaucoup de noms de personnes auxquelles on ajoute l'affiliation. On dit Darqawi, on dit Tijani, on dit... toujours on ajoute ça au nom pour dire l'affiliation religieuse mystique en quelque sorte. Et la confrérie comme la Zaouïa, ce n'était pas seulement une sorte d'appartenance à une école ou disons à une tendance confrérique, mystique. La confrérie avait un rôle social beaucoup plus important que ça. C'était un lieu d'éducation, c'était un lieu social pour gérer les questions, les tensions, les problèmes qui peuvent intervenir dans les tribus, etc. Et c'était même un lieu de traitement médical. On a des témoignages comme quoi la confrérie, c'était aussi un lieu où, dans les périodes, par exemple, de famine, etc., c'est un lieu aussi de redistribution. On recueille les denrées, il y a une redistribution. Et Abdullah Al-Alwi, dans l'histoire du Maghreb, à un certain moment, il parle d'une famine vers la fin du XVIIIe siècle, à cause justement du roi Moulay Slimane, qui a été influencé par les gens qui ont fait le pèlerinage et qui ont découvert le wahhabisme.
Et on lui a expliqué, le wahhabisme à l'époque, c'était l'unicité divine, c'était quelque chose de pur. Et on lui a expliqué, voilà une idéologie qui peut unifier le pays au lieu d'avoir des confréries, des formes de religiosité bizarres, populaires, etc. Voilà un islam très pur qui est en train de naître en Arabie. Et on lui a expliqué un peu le sens du wahhabisme. Il s'est enthousiasmé pour le wahhabisme, et l'une des premières décisions, c'était d'interdire les manifestations des confréries religieuses et de se mettre en guerre contre les confréries. Et là, Abdallah Aoui dit qu'une part de la famille qui va suivre est liée aussi à la destruction des fonctions des zaouïas. Parce que les zaouïas, ce n'était pas seulement le lieu de religiosité, mais c'est aussi un lieu économique de redistribution important. Mais la résistance est telle que, pas seulement la résistance des tribus, il y avait une résistance aussi des ulama du Maroc. Parce que, justement, à l'époque, ils considéraient le soufisme une des dimensions de la religiosité marocaine, pas comme aujourd'hui. Donc, quand vous entendez un ministre au Maroc du Habous et des affaires islamiques dire que, voilà, notre doctrine, c'est le malikisme juridique, c'est l'ash'arisme théologique, et c'est le junaïdisme mystique, c'est en souvenir de cet islam marocain où on était vraiment dans ce triangle-là. Il y avait le droit, mais aussi la mystique, très peu de théologie, même si on ajoute, mais la mystique était complètement dominante, et dans toutes les familles, lui-même, le ministre, est affilié à une confrérie religieuse jusqu'à une époque récente. Donc voilà, le Maroc a fait l'objet régulièrement sur plus d'un siècle d'études régulières, ethnographiques, sociologiques, etc. À partir de l'indépendance, nous allons avoir aussi la chance de voir quelque chose se construire autour de... D'abord, il y a des sociologues qui sont restés, comme André Adam, qui va après revenir à la Sorbonne, qui a commencé des travaux jusqu'aux années 60 au Maroc. Puis nous aurons Paul Pascan, qui va commencer des travaux sur la sociologie rurale à partir des années 70, beaucoup de travaux. Khatebi, qui va revenir dans les années 60 de France, il va créer l'Institut de sociologie qui va durer que quelques années, puisque tout de suite, le pouvoir va se rendre compte que la sociologie, c'est un peu un outil critique, et donc pas tellement intéressant pour le pouvoir. Et l'Institut va être fermé. Et on va transposer la bibliothèque et tout à la faculté des lettres de Rabat. Et donc, moi, quand j'arrive en 1975 à la faculté de Rabat, on va faire la sociologie à la faculté. Il n'y avait plus d'institut à l'époque. Donc, il y avait ça. Et Paul Pascan va continuer à travailler sur le rural, notamment la jeunesse rurale, sur le house, etc., pendant cette période. Un institut d'agronomie, lui-même, il va former des gens. Tosé et Rachir, ils font partie de ces jeunes qui vont être formés avec Paul Pascan. Et on aura la chance aussi de voir, dès les années 50, des anthropologues américains, français, etc., venir travailler sur le terrain marocain, ce qui a permis cette continuité jusqu'à aujourd'hui encore dans ce domaine. Il y a quelque chose, une mutation, je vais vous parler aussi de certains sociologues aujourd'hui qui travaillent, mais qui ne correspondent pas au modèle de Rachir et de Tosé, etc. Ce sont des sociologues qui travaillent en langue arabe et qui produisent une autre recherche parallèle à celle qu'on connaît en langue française et qui, eux aussi, essayent maintenant de faire des travaux d'enquête. Parallèlement à ça, on a eu une autre, je ne sais pas comment ça se passe par exemple en Algérie, etc. Beaucoup disent qu'il y a de la production d'informations, mais on n'a pas accès souvent à ces informations. Beaucoup d'organismes au Maroc demandent des enquêtes. Nous avons aussi bien le Haut Conseil de l'éducation, le CNDH, d'autres organismes qui demandent carrément des enquêtes à des sociologues. Par exemple, là, l'enquête réalisée sur l'islam au quotidien, moi je me suis adressé à la fondation Friedrich Ebert à Rabat, la fondation allemande, et c'est eux qui nous ont financé l'enquête et l'édition de l'enquête. Donc il y a, entre la recherche universitaire et des organismes aussi bien étrangers que des organismes marocains, il y a des interactions, et donc
ça alimente un peu le travail de la recherche, ce que ne permet pas souvent le budget de l'université, etc. Donc à partir de l'indépendance, on va avoir aussi des recherches qui seront continues. Dans les autres pays du Maghreb, apparemment aujourd'hui, c'est le pays sur lequel on dispose du maximum de documentation. Par exemple, lorsqu'on a voulu faire l'équivalent de l'islam au quotidien pour la Tunisie, on s'est heurté à ce qu'il n'y ait pas de structure pour justement faire ces enquêtes-là. D'abord, avant, c'était quasiment interdit, on empêchait c'était seule la police qui avait accès à des informations sur qui fait quoi, dans quelle partie, etc. Alors que ces enquêtes s'intéressent surtout à la religiosité des Marocains en général. Donc il y avait très peu de travaux en Tunisie. Sur l'Algérie, on n'avait pas grand-chose. Et il y avait des études, évidemment, on connaît les publications, mais les enquêtes de terrain, c'était très très difficile d'avoir accès à ces données. À partir de, disons, le changement de régime en Tunisie, on commence à avoir maintenant quelques enquêtes de terrain. Et je vais citer une qui est intéressante, qui nous donne une idée un peu sur ce qui se passe en Tunisie par rapport à ce qui se passe au Maroc, et qui éclaire un peu les situations par pays. On voit que c'est la tendance générale, mais il y a des nuances et il y a des différences par pays et par société. Donc, la Tunisie, on a maintenant quelques éléments, et puis on a aussi quelques éléments de comparaison avec des enquêtes qui se font au nord de l'Europe, et paradoxalement, qui éclairent aussi ce qui se passe au Maghreb, et ce qui se passe au Maghreb peut éclairer un peu aussi le travail qui est réalisé au nord en Europe. Alors, l'apport justement de ces études sur la religiosité du Maroc, au Maroc, c'est que d'abord on a plusieurs études sur les questions géopolitiques. Il y avait une concentration de l'intérêt des chercheurs et des organismes qui financent la recherche sur la question du politique et du religieux. Le nombre de thèses soutenues sur l'islamisme et le fondamentalisme au Maroc est très très important. Et à un certain moment, on a senti comme une sorte de déséquilibre dans l'approche de ces phénomènes. C'est comme si on a trop insisté sur ce qui se passe au niveau de l'expression politique de l'islamisme, alors qu'on ne savait plus rien sur justement la religiosité des gens au quotidien. Et surtout, la question va se poser lorsque, après les événements de 16 mai au Maroc, je crois 2003, il y a eu une prise de conscience qu'il faut revoir ce qu'on a appelé la restructuration du champ religieux. C'est-à-dire une maîtrise de l'État, une mainmise de l'État vraiment sur le religieux, l'enseignement religieux, les mosquées, les imams, et ainsi de suite. Donc ça a été vraiment une nouvelle politique dans ce domaine-là. Et à partir de là, les sociologues ont commencé à se dire, mais qu'est-ce qui se passe justement, comment les Marocains conçoivent leur religiosité, leurs pratiques, etc. D'où le glissement des études sur l'islamisme vers des études beaucoup plus sur le terrain, sur la religiosité au quotidien. Donc, voir un peu chez les jeunes qu'est-ce qui se passe, la transmission, la socialisation religieuse dans les familles, etc. L'étude aussi de l'islam au quotidien au Maroc permet donc cette rééquilibrage de l'objet d'étude, c'est-à-dire passer du politique vers quelque chose de beaucoup plus culturel et quotidien, et voir aussi l'impact des changements qui se réalisent aujourd'hui dans la société marocaine par rapport à la demande, ou aussi à la socialisation religieuse ou à la pratique religieuse. Beaucoup de phénomènes, notamment médiatiques, je vais essayer une des enquêtes par exemple sur les jeunes par rapport à ce qu'on appelle les nouveaux prédicateurs, qui nous montrent qu'au moment où l'État veut mettre en ordre l'espace religieux n'appartient plus à l'État.
c'est-à-dire au moment où on prend conscience, après les événements de 16 mai, que le religieux, il faut le contrôler, c'est le moment où chez les jeunes, le religieux n'est plus territorial, ne correspond plus à des producteurs locaux et que ça devient quelque chose de beaucoup plus fluide. Et l'enquête certaines enquêtes le démontrent très bien par rapport aux jeunes, en tout cas à l'université du Maroc. Là aussi, l'étude de l'islam au quotidien va nous permettre qu'est-ce qu'il en est de cet islam qui a été étudié par les anciens, les ethnographes des années 40, des années 30, des années 60. Cet islam qu'on a appelé l'islam maraboutique, l'islam populaire, l'islam confrérique, et qu'aujourd'hui, le ministère, par exemple, au Maroc, appelle l'islam marocain. On commence à parler d'un islam marocain, d'une religiosité marocaine, c'est-à-dire d'une façon de vivre l'islam qui serait marocain. Qu'en est-il de cet islam-là? Est-ce qu'il continue? Comment il se manifeste, etc. Et entre l'islam populaire et l'islam savant, l'islam scripturaire, l'islam des activistes, est-ce que vraiment il y a encore des frontières étanches ou est-ce qu'il y a une interpénétration? Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la perception qu'ont les jeunes, notamment, sur justement cet islam de leurs parents, de leurs grands-parents, etc. Ça aussi, l'enquête nous apporte des éléments intéressants qui montrent l'impact de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabo-musulman. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter un peu les principales enquêtes sur lesquelles on se base. J'ai choisi quelques enquêtes, il y en a plusieurs. Certaines, je les ai sous format numérique, je vais vous les transmettre. Et on va aborder point par point les principales questions qui reviennent dans les enquêtes depuis les années 60. La place de la religion dans la construction identitaire, ça, aujourd'hui, on suit ça depuis les années 60. Quelle est la place de la religion chez les gens dans ce qu'ils appellent, ce qu'ils conçoivent de leur identité. Nous avons un autre point qui a été très étudié, c'est l'observance des prescriptions rituelles, c'est-à-dire suivre la pratique religieuse, notamment au niveau des rites. Et l'autre point, c'est quelles sont les sources de connaissances et d'informations religieuses, c'est-à-dire on essaie par là de continuer à voir quelles sont justement les agences de socialisation, de transmission des savoirs, des connaissances religieuses. Est-ce que c'est les zaouïas comme avant, la famille, l'imam, la mosquée? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on continue toujours à aller puiser des informations dans ces instances-là? Ou est-ce qu'il y a un glissement, des changements, des évolutions? N'hésitez pas à m'arrêter à n'importe quel moment si vous voulez qu'on parle de certaines choses et d'échanger en cours de route. La religion, source de normativité, ça c'est le grand débat, la charia, etc. Aujourd'hui, comment les gens perçoivent la religion comme source de normativité? Et là, il y a des choses très intéressantes qui se passent et qu'on n'avait pas avant dans l'islam dit maraboutique, qu'on retrouve aujourd'hui dans les comportements, dans les perceptions des enquêtés. Religion et la politique, évidemment, chapitre indispensable, puisqu'il faut savoir quels sont les liens entre justement la question politique et religieuse. Et les jeunes, là, c'est des études qui ont été faites au Maroc maintenant depuis quasiment une vingtaine d'années. On essaie de suivre les jeunes et de voir comment ils font pour négocier entre la norme à laquelle ils adhèrent et la réalité, qui ne sont pas souvent sur la même longueur d'onde. Les jeunes ont des besoins, ont des attentes, ont des pratiques, et en même temps, ils affichent l'adhésion à des normes qui sont souvent inspirées de la religion. Sauf que pour réaliser, pour s'épanouir dans la vie, ils ont besoin de négocier avec la norme. Et quels sont les outils, les arbitrages, les pratiques qu'ils font? Ça aussi c'est très important, ça nous donne une idée un peu de
de ce travail que font les jeunes pour vivre leur religiosité. Et on tirera un peu quelques conclusions à partir de cette enquête pour voir ce qu'on peut faire dans le futur, justement, comme travaux sur ces questions. Donc les chiffres, vous avez l'habitude, vous n'allez pas vous ennuyer parce que c'est important pour nous dans les enquêtes quantitatives de citer des chiffres. Un chiffre qui est étonnant, et quand vous lisez cette enquête d'André Adam, faite dans les années 60, c'était en 61, André Adam était encore au Maroc, et il est sociologue. Il a décidé, comme le Maroc devient indépendant, la France n'est plus là, de voir que pense la jeunesse de ce pays. Comment il se projette, la jeunesse, dans l'avenir du Maroc. Et il y avait des questions qui reviennent aujourd'hui dans nos enquêtes, des questions sur le choix du conjoint, la question des relations avec la famille, la question de la religion, la question des valeurs, etc. Et c'est très intéressant à ce moment-là, cette enquête, il concerne des lycéens à Casablanca et des lycéens à Fès. Une ville traditionnelle, etc. Et puis une ville moderne. Et dans cette enquête, ce qui est étonnant, c'est que pour cette jeunesse-là, à l'époque, la question de la religion, par exemple, c'est une question du passé. Alors, à la question, est-ce que votre religiosité va être moins forte que celle de vos parents, plus forte ou la même? Très peu de jeunes répondaient que leur religiosité, très peu, ça veut dire on est à des chiffres comme 4%, qui disent que leur religion va être plus forte, c'est-à-dire qu'ils auront une pratique religieuse plus importante que leurs parents. Et beaucoup même disent, un chiffre très élevé, disent qu'il leur semble que la religion, c'est quelque chose qui est en voie de disparition. C'est-à-dire, peut-être qu'il ne disparaîtra pas définitivement, mais il n'aura pas un rôle dans la vie, dans la définition de leur identité, dans leur vie, dans le choix du conjoint, etc. La même chose pour le rapport homme-femme. C'est-à-dire, est-ce que vous allez choisir une femme instruite, toujours des pourcentages très élevés, de 95%. La femme doit être instruite, elle doit travailler, etc. C'était vraiment une perception de la modernité comme un choix unique, un déterminisme extraordinaire. Et ça était, pour les sociologues qui travaillent sur le terrain, un moyen de comparer, de voir, évidemment avec toutes les nuances et avec toutes les précautions d'usage. Quand vous faites une enquête nationale sur la jeunesse, ce n'est pas comme l'enquête sur un lycée de Casa et de Rabat dans les années 60. Et là, il faut vraiment situer le contexte. Ces lycéens avaient des profs quasiment français. Il y avait dans leur classe une partie d'enfants juifs, puisque les juifs étaient encore là, donc ils étaient au lycée. Une partie de Français aussi qui sont restés. Donc ils étaient dans un milieu assez cosmopolite sur le plan culturel à l'école. Ils avaient des références en français, c'était le roman français, etc. Même si c'était des établissements publics. Et ces enquêtes peuvent nous éclairer, mais jusqu'à une certaine limite. C'est toujours le même problème, des gens qui disent « mais regardez les films égyptiens dans les années 40, c'était comme Hollywood, etc. » Alors ces films-là étaient regardés par une petite élite, alors que le film aujourd'hui produit en Égypte, c'est pour les Égyptiens, pour tous. Donc il faut, dans ces comparaisons sur la longue durée, situer toujours l'enquête, voir dans quel contexte social, dans quel milieu a été réalisé, et ne pas généraliser à partir de là. Ne pas dire que pour les Marocains, la religion, les jeunes Marocains, dans les années 60, la religion était secondaire et qu'il va devenir importante. Ce n'est pas aussi simple que ça. Nous aurons aussi des enquêtes qui continuent, puisque Paul Pascon va faire cette fameuse enquête sur les jeunes ruraux et leurs aspirations, etc., qui est très importante, où il nous montre justement cette volonté de faire l'exode rural, d'aller dans les villes, etc. Vient après l'enquête de Mounir Ben sur Soumi et Rebelle, sa thèse sur les jeunes au Maroc.
Là aussi, on découvre l'évolution dans les années 90. Il faut faire attention, ces enquêtes sur les jeunes, il y a un autre élément qui arrive, et je ne sais pas si on pourra discuter de ça pour d'autres cas, c'est que la jeunesse des années 2000, il faut toujours avoir à l'esprit que c'est une jeunesse qui va avoir accès aux satellites, aux chaînes télévisuelles satellitaires. Et c'est une jeunesse qui aura l'Internet. Alors, quand vous travaillez sur les jeunes des années 80 qui avaient 2 chaînes de télé nationales, etc., ça n'a rien à voir avec une jeunesse qui va se socialiser avec l'éclatement du champ, disons, audiovisuel et qui va avoir accès à des chaînes orientales quand ils sont scolarisés et qui auront quasiment une connaissance de ce qui se passe en Occident avec les chaînes étrangères. Donc c'est un élément fondamental. L'enquête de Mounia Ben Shradi arrive à ce moment où le paysage est en train d'éclater sur le plan télévisuel. Et donc les jeunes vont commencer à voir ce qui se passe ailleurs, et là on va voir comment déjà ils commencent à bricoler des solutions pour justement répondre à nos attentes. Les jeunes et les valeurs religieuses, ça c'est Rahma Bourqiya qui va mener l'enquête à Rabat avec les étudiants, Hassan Marachir. Déjà là, on commence à voir les changements qui sont en train d'arriver au niveau des perceptions, des valeurs des jeunes arabes. Mais c'était les jeunes lycéens et étudiants. L'enquête nationale sur les valeurs en 2004, importante aussi. Puis nous avons l'enquête là qu'on a menée à partir du Maroc. C'est une enquête nationale sur justement les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc, qu'on a intitulée l'Islam au quotidien. Arrive ensuite une enquête sur le lien social au Maroc, menée par l'Institut des études stratégiques. Et ça, c'est pour justement voir comment se définissent les Marocains, quels sont les liens, le vivre ensemble, etc. Et cette enquête est très importante parce qu'il nous montre à la fois des Marocains qui sont en train de revendiquer leur individualité, d'émerger en tant qu'individu, mais en même temps une jeunesse qui veut choisir sa voie et qui n'a pas tout à fait les moyens de faire ce choix. C'est-à-dire la question du travail, la question socio-économique, intervient pour garder la famille comme référence importante. Alors que l'aspiration des jeunes n'est qu'à l'autonomie, etc., comme tous les jeunes du monde, en quelque sorte. Et on va voir dans cette enquête que, effectivement, il y a ce retour à des instituts traditionnels par faute de trouver les supports d'une émergence de l'individu ailleurs. Et cette enquête est très importante à ce niveau-là. Il nous montre un peu les difficultés qu'ont les jeunes à s'épanouir dans le Maroc des années 2000. L'enquête sur la culture des droits de l'homme, c'est la dernière. J'ai essayé de pousser vers ça parce que le Centre national des droits de l'homme voulait savoir quelles sont les perceptions des droits de l'homme au Maroc. Donc, ça nous a aussi poussé à poser des questions sur les perceptions religieuses, sur la norme religieuse par rapport aux droits de l'homme, etc. Donc voilà, vous avez un échantillon d'enquêtes, d'études qui ont été réalisées depuis les années 60 jusqu'à 2015, et régulièrement, sur chaque décennie, on a plusieurs enquêtes qui nous permettent un peu de suivre l'évolution. Alors, pour la question de la construction identitaire, voilà ce qui est étonnant. Je vous ai parlé de cette enquête des années 60. Regardez par exemple certains chiffres. Seulement 5,1 à Casablanca et 4,4% des enquêtés considèrent que la religion aura une place dans leur vie plus grande que celle de leurs parents. Donc voilà, nous sommes dans des lycées. Nous formons à peu près, c'est l'élite dans les années 60, même s'ils viennent des campagnes, même s'ils viennent d'ailleurs, ils sont dans des lycées quand même importants. Il n'y avait pas beaucoup de Marocains qui étaient au lycée au début des années 60. Il faut voir que c'était une petite élite.
C'est aussi une jeunesse, comme j'ai dit, élevée dans un milieu assez cosmopolite, puisqu'il y avait les Juifs marocains, il y avait quelques Français encore jeunes, etc. Acculturé aussi par la culture française, puisque l'école des années 60 est alimentée par justement le système éducatif français, les références, les professeurs, une bonne partie des professeurs étaient encore français, etc. Et donc on voit qu'à cette époque-là, la perception de la religion est complètement différente par ce qu'on voit aujourd'hui dans les enquêtes. Il faut voir aussi que ces enfants, ces jeunes, la religiosité de leurs parents, c'est... Moi, je suis un exemple de cette génération, mais je suis venu après, dans les années 70 au lycée. C'est-à-dire, on rentrait malade, par exemple, on attrapait froid, ma mère me soumet à des rituels religieux qui n'ont rien à voir avec l'islam. C'est-à-dire, le rôle, tout un rituel où on essaie de voir quel est l'œil qui m'a frappé. D'où vient le mal? C'est à peu près des croyances de sorcellerie, etc., etc. On était dans une école qui nous enseigne la science moderne. À la maison, c'était tout à fait des pratiques rituelles, une religiosité très très ancienne, avec un syncrétisme, où vous avez quelques éléments d'islam, mais beaucoup d'autres éléments qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ces jeunes-là étaient soumis à un enseignement quasi moderne, presque français, et chez eux, il y avait une religiosité qui est complètement différente. Donc voilà, le contexte de ces jeunes des années 60 est un contexte complètement différent par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui et par rapport à ce que la jeunesse, dans le contexte dans lequel est socialisée. Alors quand Mohamed Touzi commence sa thèse dans les années 80, justement sur le champ politique et le champ religieux, il a pris quelques questions d'André Adam, il les a posées de façon un peu adaptée aux jeunes des années 80. Et là, il va relever justement comment le temps a changé, les réponses ont changé, l'importance de la religion chez les jeunes à partir des années 80 commence à devenir importante. Et c'est de là qu'on va voir après dans les différentes enquêtes au Maroc que nous ne pouvons pas négliger ce qu'on appelle le contexte politique général. C'est-à-dire, on voit au Maroc, par exemple, qu'à différents moments de l'histoire, la religion revient comme élément mobilisateur dans la conscience des gens à des moments, des tournants politiques. Début des années 80, c'était déjà la révolution iranienne, c'était ce qui est arrivé à la Mecque, c'était l'envahissement des Russes, ils ont envahi l'Afghanistan. C'était un contexte général assez important comme transformation. Et ça a eu un impact évidemment sur tout le monde arabo-musulman, notamment grâce aux médias, etc. Et le contexte politique général est très important et on va revenir à ça pour voir une explication de ce qui se passe, notamment des rapports de religieux et des politiques chez les jeunes. Les diverses enquêtes, là aussi réalisées après, confirment cette tendance. En 1995, 70% des enquêtés et des étudiants se définissent d'abord comme musulmans, et ça c'est l'enquête réalisée auprès des jeunes étudiants et lycéens, ce qui veut dire que en 25 ans, la place de la religion dans la perception des jeunes, notamment les jeunes lycéens, a complètement changé. Ça ne veut pas dire, si en 1995, Rahma Bourqiya et les autres sociologues avaient fait leur enquête dans le monde rural, ça ne veut pas dire qu'on aurait le même résultat. C'est-à-dire la religiosité des étudiants, ça ne veut pas dire aussi la religiosité des paysans, des jeunes paysans, etc. Après, ça va devenir un peu unifié. Mais jusqu'aux années 90, ce n'est pas le cas. Là aussi, pour voir les décalages entre la campagne et la ville au Maroc, qui étaient des décalages mais énormes, c'est-à-dire vous faites une enquête dans une ville et vous faites une enquête dans la campagne, ça donne des résultats complètement différents. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, beaucoup de villages n'étaient pas électrifiés, que les gens n'avaient pas la télévision. Et donc,
le moment où le Maroc va électrifier 80-90% de ses villages, etc., les choses commencent à changer complètement. Et on commence à voir au niveau des perceptions, des représentations, une uniformisation un peu des réponses des enquêtés, aussi bien dans les campagnes que dans les villes. Autrement dit, on peut dire que pour le Maroc, l'électrification a fait la nation, ce que disait l'autre Fernand Braudel, c'est le chemin de fer qui a fait la nation française. C'est-à-dire il y a des éléments techniques qui interviennent parfois dans la société et qui la changent. Qui la change plus que l'école, plus que le discours officiel, plus que l'imam des mosquées, etc. La télévision aujourd'hui est en train d'unifier, d'homogénéiser le Maroc, qui était jusqu'à une époque récente, jusqu'aux années 80, quasiment une sorte d'empire où vous voyagez d'une région à l'autre, vous tombez sur autre chose, une autre culture, une autre langue, d'autres organisations sociales, etc., etc. Et on a commencé à sentir ce changement lorsqu'on a vu des femmes de la montagne berbère faire une sorte de marche pour demander l'hôpital. Pour les femmes qui veulent accoucher à un moment donné, ça a fait tellement pression sur le pouvoir qu'il a mobilisé la gendarmerie pour créer des hôpitaux de campagne, et chaque hiver maintenant, il y a la gendarmerie qui se déplace, qui font des enquêtes. Quelles sont les femmes qui vont accoucher pour ne pas être enclavés par la neige, etc., et qui les font descendre et qui organisent. Quand je vais par exemple dans cette montagne, je vois qu'on organise ça maintenant. Ça veut dire, cette fatalité qui était la mort des femmes de couche, qui était quasiment depuis des siècles, une fatalité du jour où ces femmes vont regarder la télé, ils vont voir l'autre Maroc, là la perception devient différente, et leur comportement, leur perception de la réalité, et même leur action. Ce ne sont pas les hommes qui ont manifesté, ce sont les femmes qui ont manifesté. Et au départ, ceux qui ont choisi l'électrification, c'est les hommes, ce n'est pas les femmes. Lorsqu'il y avait les enquêtes dans les villages, est-ce que vous voulez qu'on installe l'électricité ou l'eau? Les hommes ont demandé l'électricité pour la télé, les femmes ont demandé l'eau pour ne pas faire la corvée de chercher de l'eau. Alors qu'on s'attendait à ce que la télévision va servir les hommes, en fait, il va servir aussi les femmes. C'est un peu la malice des choses qui se réalisent comme ça. Les femmes vont se rendre compte, et du coup, ils vont regarder les films, ce qu'on appelle les séries. Ils vont voir comment vivent les autres Marocains. Et d'ailleurs, lorsque Esther Duflo, qui a fait le livre sur la pauvreté qui travaille à Harvard, il a eu une enquête au Maroc sur ça. Elle a été étonnée au départ lorsqu'il a demandé à des gens qui ont une bonne récolte, qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? Elle a été étonnée que des gens qui n'avaient pas le nécessaire, par exemple pour le manger, voulaient choisir un plasma, télévision, bien, etc. Elle a dit, j'étais étonnée parce qu'ils ont des priorités qui ne correspondent pas à ce que nous, on entend par priorité, avoir suffisamment de couverture, avoir de quoi manger pour ses enfants, etc. Alors que ces gars-là choisissent la télévision en priorité. Il dit, après je me suis rendu compte parce qu'ils voulaient être avec les autres, dans le monde des autres. La télévision, ça leur permet d'être en contact avec le reste du monde. Et la télévision s'est révélée comme l'électrification quelque chose de stratégique dans le changement des perceptions, notamment de cette partie du Maroc qui était très importante, la population rurale, notamment celle des montagnes. Donc, c'est des éléments qu'il faut avoir en arrière-plan quand on fait des enquêtes parce qu'ils changent complètement les perceptions des gens. La dernière information que j'ai eue, par exemple, à travers des sociologues comme Hassan Rachid, en travaillant sur certains quartiers périphériques de Casablanca et qui montrent aussi l'impact de la télévision, c'est que jusqu'aux années 90, on avait dans des quartiers périphériques de Casa un exode de jeunes garçons paysans qui rentrent dans les villes pour faire des petits boulots, des marchands ambulants, etc. Et ces gens-là viennent à Casa et puis ils restent. C'est comme ça qu'ils commencent leur vie dans la ville. Et souvent, ils louent
sorte de boutique, on appelle ça le ridou, sorte de boutique dans les quartiers populaires, ce qui fait que les familles, généralement, ils ne sont pas contentes que les ouvriers, on appelle les ouvriers, les célibataires, soient dans le quartier. Dans l'enquête, on voit qu'ils ne sont pas contents d'avoir ces ouvriers. Les dernières enquêtes des années 2000 montrent qu'ils commencent à parler de ouvriyettes. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des jeunes filles qui quittent la campagne toutes seules pour s'installer et pour commencer à faire des petits métiers, etc., elles aussi. Et ça, c'était inconcevable avant. La fille choisit de ne pas rester travailler comme à la maison chez son père, mais de choisir son destin, d'aller vers la vie. Et c'est complètement un changement extraordinaire qui est en train d'arriver maintenant dans les campagnes du Maroc. Cette mobilité féminine qu'on a constatée au niveau du Maroc extérieur, parce qu'on commence à voir une mobilité féminine importante, beaucoup plus importante que celle masculine, par exemple. Mobilité aussi au niveau du mariage mixte, du mariage avec le nom marocain, de la part de la fille, qui a dépassé le mariage du Marocain avec la non marocaine. Et aussi, on a constaté ça au niveau, lorsqu'il y a eu la réforme de la Moudawana en 2004, les premiers chiffres qui sont apparus au niveau du ministère de la Justice, on voit ce qu'ils appellent le mariage avec le converti. Alors quand ils disent le converti, ça veut dire un non-musulman. Mais eux, ils sont obligés de mettre... Ça veut dire que ce n'est ni un arabe du Moyen-Orient, etc., mais c'est un occidental. Et les chiffres de 2007, le mariage de la jeune fille marocaine, parce que à partir de 2004, la fille commence à se marier sans l'accord des parents. Au mariage, la fille majeure peut se marier sans l'accord des parents. D'abord, la fille qui se marie sans l'accord des parents, on a atteint 27% au niveau de 2007. Ça veut dire 3 années après l'application, le système a éclaté, alors que ceux qui ont lutté contre ça, contre la suppression de tutelle au mariage, ils disaient que même si le gouvernement supprime ça, les Marocains, de toute façon, ils se marient en famille, c'est la tradition, ça ne correspond même pas à une loi, c'est justement dans les mœurs des Marocains. Juste après, 3 ans après, on voit 27% des mariages qui sont réalisés sans justement l'accord des parents, c'est-à-dire sans la tutelle. Et on voit 7% mariage avec converti. Ça veut dire que de plus en plus le Maroc s'ouvre au tourisme international et plus en plus il y a des mariages mixtes. Et ces mariages mixtes sont enregistrés. Depuis 2007, ils ne publient plus les chiffres. Parce qu'apparemment ça monte et ça les inquiète. Mais on n'a plus accès à chiffres parce qu'ils étaient sur le site du ministère de la Justice. Vous voyez donc ces changements, on peut les percevoir aussi au niveau d'autres indicateurs comme justement le mariage ou la mobilité du jeune fille à partir de la campagne. Donc 2006, confirmation des chiffres qu'on commence à voir à partir des années 80, l'importance de la religion dans la construction identitaire des jeunes Marocains et toujours placée devant la marocanité. Depuis, toutes les enquêtes le montrent, parfois on a à peu près quasiment les chiffres qui se rapprochent, mais l'islamité est placée devant la nationalité ou devant l'adhésion nationale. Il y avait un moment, on a mis par exemple la monarchie dans les sondages ou les enquêtes, et on a eu un petit problème. Il y avait une enquête de personnalité la plus populaire, et on a placé Benzekri avant le roi. Benzekri, c'est un ancien prisonnier politique, qui a guidé un peu la transition, disons, sortie des années de plomb, tout ce pacte avec les anciens prisonniers politiques. Depuis cette date, on a interdit d'introduire le nom du roi dans les sondages, etc. Et donc on a l'islam. Mais si on avait mis la monarchie, ça peut aussi donner comme un lien social la monarchie. C'est fort possible. L'enquête aussi sur nationale 2011
On donne par exemple 98%, quasiment 100% des personnes interrogées qui déclarent l'islam comme identité forte et la place avant la marocanité et l'arabité. La mazérité arrive souvent après, mais c'est l'islam. Alors pour comparaison avec cette enquête qui a été réalisée en 2014 en Tunisie, nous avons à peu près la même tendance. Là, c'est des jeunes de quartiers périphériques de Tunis où il y a de véritables problèmes de salafisme, etc. Et on voit l'importance de la religion dans ces banlieues, 88% qui accordent une importance capitale à la religion, sauf que le travail se place devant la religion, puisque pour l'importance, les jeunes tunisiens, à 88,8%, très peu de petite avance par rapport. Disons que le côté socio-économique et identitaire sont de même importance chez les jeunes tunisiens aujourd'hui. Alors, si on passe par exemple là, si vous n'avez pas de questions sur la question de l'identité, la place de l'identité, ça c'est quelque chose de fondamental, toutes les enquêtes le confirment. Par rapport aux années 60, les jeunes, comme les adultes, vous avez commencé, placent la religion comme élément fondamental dans leur construction identitaire. Chose qu'on constate évidemment aussi dans des enquêtes auprès des jeunes dans les pays européens, notamment chez la jeunesse musulmane. Alors, pour les rites, si on prend par exemple le cas de la prière, nous n'avons pas véritablement de données sur le passé. On ne sait rien. On n'a que des éléments de notre connaissance personnelle. C'est-à-dire chacun dans sa famille peut dire qui faisait la prière, qui, comment et quoi. Dans la montagne berbère, par exemple, moi j'ai vu que très peu de gens faisaient la prière. Très peu de gens, y compris les adultes. Certains qui arrivent à avoir des revenus importants font le pèlerinage à la Mecque et quand ils reviennent, commencent à faire la prière. Miraculeusement, ils commencent. Et ça rappelle un peu ce que dit Sari dans son travail sur le pèlerinage. Il dit que le pèlerinage pour nos parents, c'est toujours quand ils vieillissent, et c'est un peu le sas pour le delà. C'est-à-dire, on prépare un peu le passage. Et la prière, c'était un peu ça, dans nos familles berbères, les hautes classes, etc. Mais on ne peut pas vraiment avoir de statistiques et faire des comparaisons, est-ce que ça augmente ou ça n'augmente pas. Tout ce qu'on sait que les anthropologues, quand ils ont travaillé dans les années 50 sur le Maroc, par exemple, Clifford Geertz, dans l'Islam observe sur le Maroc, il dit, on constate que les Marocains, une phrase comme ça, que les Marocains étaient musulmans par contingence historique, ils étaient musulmans parce qu'ils se retrouvaient comme ça, musulmans de père en fils, etc. Mais à partir de la colonisation, on sent qu'ils commencent à devenir musulmans par opposition à l'autre. Ils affichent une identité musulmane, et ça, c'est le mouvement nationaliste qui va le faire. C'est-à-dire, le mouvement nationaliste va dire que pour donner une force à la nationalité, parce que les Marocains, la nationalité, c'est quelque chose de nouveau, c'est une construction tout à fait nouvelle. Les Marocains appartenaient à des tribus, oui, mais la nation, c'était une abstraction. Pour construire justement cette identité nationale, on va la coller à la religion, à partir de Daher Berber, ce qu'on appelle le Daher Berber, des années 30, etc. Et c'est le fait de construire cette identité par les idéologues nationalistes, que la nationalité marocaine se définit par la religion, et ils étaient aussi des réformateurs salafistes, comme Ali El-Fassi, etc., va faire en sorte que, petit à petit, cet islam-là est un islam nationaliste, c'est-à-dire c'est un islam qui va s'afficher politiquement, déjà à l'époque. Et donc, pour Clifford Geertz, l'expression islamiste, ce n'est que la continuité du nationalisme. C'est-à-dire, c'est un peu dans la lignée de ce qui se construisait déjà sous le protectorat dans le cadre de la lutte pour l'indépendance. On a déjà mélangé le politique et le religieux chez les nationalistes marocains. Et donc, un islam scripturaire qui va remplacer l'islam traditionnel, c'est aussi leur thèse pour les nationalistes,
pour unifier le pays, la doctrine, les rites, etc. Al-Fassi a beaucoup écrit sur ça. Et donc il dit cette évolution de l'islam, son noyau ou sa base était déjà là dans la lutte pour l'indépendance. Ce qu'on va aussi dire pour l'Algérie aussi après. Donc les jeunes de 18-24 ans, dans le cas du Maroc par exemple, nous avons effectivement, et ça nous allons le voir, on a constaté dans l'enquête à partir de 2016 que la pratique religieuse au Maroc augmente au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge. Que ça continue, c'est-à-dire même avec la télévision, l'internet, etc., les jeunes sont beaucoup moins pratiquants, en tout cas, que les personnes plus âgées. Alors que l'enquête en Tunisie va montrer le contraire, que les jeunes sont plus pratiquants que les vieux. Et ce que l'enquête aussi, Théo, les données, va montrer pour l'Europe, pour la France en tout cas, nous constatons qu'il y a une pratique chez les jeunes plus que les parents. Et la Tunisie, et disons, ce qui se passe dans les enquêtes concernant la France ressemble un peu à l'évolution à la tunisienne, alors que l'évolution à la marocaine reste encore traditionnelle par rapport à l'évolution. On va le voir avec des données, vous allez voir que la Tunisie et l'islam de France sont un peu, il y a des ressemblances dans l'évolution des choses, alors que le Maroc, et là mon explication à moi, c'est le retard éducatif au Maroc. Les retards éducatifs au Maroc par rapport à la Tunisie sont énormes. C'est-à-dire, à la veille des événements de 2010, la révolution tunisienne, il y avait 34 étudiants pour 1000 habitants tunisiens. Au Maroc, il y avait 18 étudiants pour 1000 habitants. C'est-à-dire, on avait le nombre d'étudiants marocains autant que le nombre d'étudiants en Tunisie, alors que la Tunisie, c'est le tiers de la population marocaine. Et ces retards éducatifs ont un impact, à mon avis, sur justement cette religiosité structurelle nouvelle qu'on trouve chez la jeunesse tunisienne par rapport à la jeunesse marocaine. Donc voilà, nous avons cet aspect dans la Tunisie post-révolutionnaire. Nous avons 50,9 des jeunes qui se déclarent donc pratiquants aux heures canoniques. C'est ce qu'on appelle la pratique régulière, parce qu'on a d'autres qui le font de temps en temps épisodiquement. Cette pratique régulière, comparée par exemple le Maroc et la Tunisie, on a 10 points de différence chez les jeunes, par exemple. La pratique, évidemment, autre élément, ils deviennent individuels. Ça, par exemple, lorsqu'on pose des questions concernant qui pratique sa prière dans les mosquées, les chiffres chutent complètement. On est à 16% des hommes qui fréquentent régulièrement les mosquées, 2% des femmes. Donc quand vous voyez des mosquées qui se construisent, mais le nombre est très important, on peut se demander pour quelle raison. Et là aussi, il y a d'autres stratégies, ce n'est pas seulement pour répondre à un besoin de fidèles. Et ça, c'est toujours les chiffres de quelle année, ça, 2%? On est toujours là, pour la Tunisie, on est dans l'enquête de 2014. Et la pratique quotidienne concernant le Maroc, c'est 16% et 2% pour les femmes, c'est 2016. La prière du vendredi ici, on est à 37,9 des gens qui participent à la prière du vendredi, qui est la prière collective par excellence. Alors que normalement on s'attendait à ce que ça soit plus important, il y a de plus en plus de boutiques qui ferment, etc., alors que en fait ça reste très... Pour la pratique du jeûne, on a eu, par exemple pour l'enquête de 2016 au Maroc, on ne pouvait pas poser la même question qu'en Tunisie. La Tunisie avait des habitudes bourguibistes d'ouverture de restaurants, des choses comme ça. C'est des questions qu'on ne pouvait même pas poser au Maroc. Et on ne peut pas dire au Maroc, est-ce que vous faites le jeûne? C'est impossible. C'est comme, est-ce que Dieu existe ou des choses comme ça. Alors qu'en Tunisie, on a posé la question de cette façon-là.
C'est-à-dire là aussi, l'enquête change en fonction du terrain et des milieux. Le ramadan au Maroc, c'est quasiment un phénomène, on peut dire ça, un fait social total. Ça va au-delà du rite, ça va au-delà du jeûne, c'est un moment festif, c'est un moment familial. Par exemple, c'est le moment où les Marocains regardent la chaîne marocaine. C'est extraordinaire. Le taux d'audience des chaînes marocaines augmente à 98%, 90%, alors que dans le reste de l'année, les Marocains regardent le foot espagnol, les chaînes moyen-orientales, etc. On devient marocain lorsqu'on commence à vivre en famille. Et on commence à consommer marocain, aussi bien cuisine qu'audiovisuel. Donc le ramadan, c'est un phénomène complexe, où la famille est réunie, etc. Donc là, pour la pratique des jeûnes durant le mois de Ramadan, nous avons évidemment 59,9% de la population enquêtée qui dénie au non-pratiquant toute islamité. Parce qu'on n'a pas posé la question, est-ce que vous faites le Ramadan? On dit, c'est quelqu'un, ne fait pas le Ramadan, etc. On fait des questions détournées comme ça, pour voir l'opinion des gens. Et c'est vrai qu'ils sont sévères vis-à-vis de quelqu'un qui ne fait pas la Ce n'est pas la même chose pour la prière, alors que la prière, normalement, dans la norme, la doxa islamique, elle est placée au-dessus du tout. Alors, ils sont très tolérants vis-à-vis de la prière, mais le ramadan, c'est quelque chose de fondamental. Parce que, justement, ce n'est pas seulement religieux, c'est autre chose, c'est plus important que le simple aspect religieux. Ils sont 61,1 chez les jeunes, donc les jeunes beaucoup plus radicaux dans ce jugement porté sur les non-pratiquants. Et ça doit être certainement la même chose un peu partout. Concernant le Maghreb en tout cas, pour des tas de raisons, le Maghreb, il n'y a pas eu d'autres religions dans l'espace public. Par exemple, si vous allez en Égypte, on est habitué à voir des non-musulmans, des restaurants, des cafés ouverts pour les chrétiens, les coptes égyptiens. Au Maroc et en Algérie, on est resté entre nous. Donc le ramadan, c'est le ramadan. Et quand on pose la question, est-ce que, à votre avis, ouvrir des restaurants, non, la population est catégorique. Il ne faut pas ouvrir. Lui, il ne fait pas le ramadan, il ne veut pas que les autres. Moi, je demande. Donc il y a ça, d'où évidemment explique certaines jurisprudences. Pourquoi l'IOT va introduire dans les textes, dès la colonisation, qu'il faut punir celui qui ne fait pas le ramadan dans l'espace public, qui est resté dans le code pénal marocain jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a vu que c'est une question fondamentale pour les gens et donc ils ont essayé Alors il y a eu des débats au cours des dernières années parce qu'il y a des jeunes sur Facebook, sur les réseaux sociaux qui ont commencé à appeler à faire des pique-niques, à manger dans l'espace public, mais là aussi ça a été très maîtrisé, et ça n'a pas eu beaucoup d'influence. Les autorités ne les ont pas emprisonnés, mais ils leur ont interdit de faire leur technique, soit disant que nous voulons vous protéger contre des attaques possibles de ceux qui justement font le ramadan. Mais disons, le souci des pouvoirs publics, c'est la sécurité, c'est le côté sécuritaire, qu'il n'y ait pas de trouble à cause de cette histoire de ramadan. Alors arrive un autre élément dans la société marocaine, les sociétés comme vous savez changent, c'est l'importance du subsaharien au Maroc. Et vous avez de temps en temps dans le train un subsaharien, évidemment évangélique, pentecôtiste, qui prend son sandwich pendant le repas. Et ça crée des problèmes parce que comme il le considère comme un Marocain, il y a parfois des interventions violentes. Et on a eu des attaques contre les subsahariens à cause justement ils mangent chewing-gum ou ils mangent un sandwich, etc. Et du coup, maintenant, les subsahariens aussi commencent à intégrer cette donnée-là, c'est qu'il faut faire attention. Pendant le ramadan, il ne faut pas manger dans l'espace public, etc. etc. C'est un peu comme les jeunes filles coptes qui commencent à mettre le foulard. On intègre les tosses de l'autre comme moyen de négocier un peu le vivre ensemble dans l'espace public.
Et les jeunes subsahariens, maintenant, faut introduire une autre donnée dans cet espace qui était mono-religion en quelque sorte, où il y avait une seule religion. On commence à avoir des enfants de subsahariens mis dans l'école marocaine, parce que comme ils ont les papiers maintenant, une partie ont eu leur reconnaissance pour travailler, pour vivre au Maroc, et comme ils ne sont pas musulmans, ils ont des gosses, et les gosses, il faut les scolariser selon toutes les conventions internationales que le Maroc a ratifiées, etc. Mais en les mettant dans les écoles, on n'a pas pensé à leur religion. Du coup, on le met au cours d'éducation islamique. Et là, les parents commencent à demander à ce qu'il y ait un cours de religion pour les enfants du Sud-Sahara. Le problème, c'est que maintenant, comment on va faire pour ces cours, qui va les faire, comment distinguer le concordisme des évangéliques et les autres, etc. Donc les Marocains ne comprennent rien à cette histoire et on ne sait pas comment on va la gérer dans l'avenir, puisque ce flux-là augmente et il va augmenter régulièrement. Le 48,5% de la population marocaine tolère la non-observance, mais seulement dans l'espace privé. C'est une question paradoxale. On a posé la question au Premier ministre Boukirane à un certain moment, mais que faites-vous des libertés publiques? Pourquoi ce texte dans le Code pénal interdit toujours de rompre le jeûne pendant le Ramadan? Il a dit, mais nous ne sommes pas contre. Il n'a qu'à se cacher chez lui et manger. C'est-à-dire une idée que beaucoup d'anthropologues avaient vue à un certain moment concernant les sociétés arabo-musulmanes, l'idée que l'interdit n'est valable que dans l'espace public. Que quand vous êtes seul, quand vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. Ça n'intéresse pas les autorités. C'est-à-dire l'idée que c'est de votre responsabilité quand vous êtes dans l'espace privé. Mais dans l'espace public, ça rappelle un peu ce principe de l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, qui est un des principes fondamentaux. Comment on peut traduire ça? C'est-à-dire, comment on dit bien? Et pour chasser le mal, ou interdire le mal. C'est un principe qui organisait la vie dans la cité ancienne, la cité médiévale, etc., qui permettait aux gens, en absence de toute autorité publique, etc., de s'auto-organiser en quelque sorte. Et là, on voit quelque chose, des séquelles de ce principe qui était là, où l'État dit que moi, je n'interviens que dans l'espace public. Pour ce qui est du Ramadan, s'il est organisé dans l'espace privé, c'est pas de moi. Donc, si un groupe de jeunes se réunit dans une chambre de la cité universitaire pour rompre le jeûne, en principe, les autorités ne doivent pas intervenir. C'est différent en Iran. Hein? C'est différent en Iran. C'est différent en Iran. Mais c'est intéressant ce point parce qu'il y a de plus en plus de cas, je pense à d'autres en Algérie et au Maroc aussi, où on est rentré chez les gens, voilà, pour les surprendre, soit en ayant des relations sexuelles interdites, soit en ayant déjeuné. Et ça fait partie de... Parce que les islamistes arrivent pour la première fois au pouvoir, comme ils ont parlé beaucoup du sharia, de slogans comme ça, etc. Une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, des questions qui se sont posées. Les journalistes posent ces questions pour les provoquer. Ben, que faites-vous maintenant de tel, ça? Et là, la réponse était systématique. Si c'est dans l'espace privé, nous, ça ne nous intéresse pas, c'est entre le croyance en Dieu. Mais l'espace public, c'est de notre ressort, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'ordre public, etc. Et c'était systématique. Mais de temps en temps, il y a des transgressions, comme pour les jeunes homosexuels à Bnimellah, etc., qui ont été agressés. Et là, automatiquement, il y a une réaction des associations dans l'espace public, puisque vous avez établi cette limite entre le public et le privé, donc respectons. Et les choses bougent. Avant, cette distinction n'existait pas. Cette distinction est intervenue une fois que les islamistes ont intégré le pouvoir et qu'ils ont répondu à la question de cette façon-là. Et du coup, c'est devenu comme une sorte de jurisprudence. Il faut que
le pouvoir public respecte l'espace privé, même quand il s'agit de normes islamiques. Mais est-ce que privé et public revêtent les mêmes notions que dans d'autres sociétés? Parce que là, les codes de la famille, ce serait censé être privé, et pourtant c'est des normes islamiques. Bien sûr, bien sûr. C'est l'organisation familiale. Mais là aussi, l'État commence à intervenir dans l'espace privé familial à partir de l'idée de lutte contre la violence conjugale. La lutte contre la violence conjugale est en train d'attaquer par ce biais, et les associations commencent maintenant à parler du viol conjugal. Alors que dans la conception islamique, viol conjugal, c'est une aberration. À partir du verset coranique, on peut expliquer que justement quand on se marie, la femme appartient à son mari, etc. Là, on dit non, c'est viol conjugal, c'est du privé, mais le droit et la politique doivent intervenir dans le privé. Et on commence un débat, parce que la loi sur la violence au sein de la famille. Donc les frontières du public-privé bougent énormément parce qu'il y a un conflit de normes en quelque sorte qui intervient dans le débat public, notamment au Parlement, etc. Là aussi, sur l'idée puisqu'on pose des questions par des voies diverses, comme ça, sur les questions des restaurants ouverts pendant le Ramadan, évidemment, comment se fait-il pour un pays touristique que les restaurants soient fermés le Ramadan? Là aussi, on a très peu de gens qui sont tolérants vis-à-vis de ça. Et notamment les femmes, 9% seulement qui acceptent l'idée que les restaurants soient ouverts et 15% chez les hommes. En Tunisie, c'est 92% des jeunes enquêtés qui déclarent observer le rite, carrément, parce que la question a été posée frontalement. Est-ce que vous faites le Ramadan ou pas en Tunisie? Ils ont l'habitude de cette pratique. Il y a cette forme de jeûne surérogatoire, vous avez certainement, qu'on a constaté dans l'enquête de 2006, c'est que ça commence à entrer dans les mœurs des Marocains. On n'a pas su dater un peu à quel moment, mais certainement à partir des moments que les télévisions moyen-orientales commencent à arroser le Maroc. Et là, un certain salafisme a imprégné l'imaginaire des gens, et on voit le nombre augmenter de gens qui font du jeûne, soit pour, par exemple, Ashura, soit pour Shaban, etc. Mais le plus important maintenant, il y a Arafat, par exemple, et ce jeûne-là, il est beaucoup plus important chez les femmes que chez les hommes. Avec toutes les conceptions autour du corps, autour des jeunes, etc., qui sont en train d'émerger chez les femmes. En Tunisie, la même chose, on voit là des statistiques concernant les jeunes, 23%. On pratique ces prescriptions rituelles. Les analphabètes, 23%, mais chez les gens qui ont fait des études supérieures, le chiffre augmente à 51%. Et vous allez voir en Tunisie que le facteur éducation, niveau d'éducation, va être déterminant dans la religiosité, en tout cas pratique. Alors qu'au Maroc, c'est plutôt le facteur générationnel, âge. Plus on est vieux, plus on est pratiquant au Maroc. En Tunisie, plus on est scolarisé, le niveau de scolarité va intervenir plus que l'âge dans la religiosité. Autre élément en Tunisie, mais qui est commun à la Tunisie et au Maroc, c'est le sexe. Les femmes, beaucoup plus religieuses que pratiquantes que les garçons ou les hommes. Donc ça veut dire que plus on est éduqué en Tunisie, plus on pratique. Plus on pratique. Et plus le diplôme est élevé, plus aussi la pratique est liée. Et vous voyez là les données d'enquête entre 2006, Maroc, 2014.
les rapports entre pratiques religieuses et âge. Au Maroc, on constate une intensité des pratiques religieuses, la prière, le jeûne, etc., proportionnée à l'âge du pratiquant. Il augmente au fur et à mesure, alors qu'en Tunisie, le facteur sexe et niveau d'instruction va être déterminé. Et on a, sur la base de cette enquête, des éléments qui le démontrent. Et c'est là où j'avance cette hypothèse du niveau des progrès au niveau de la généralisation de l'instruction en Tunisie par rapport au Maroc, et expliquer que le schéma classique qui existait même avant que, lorsqu'on devient vieux, on commence à pratiquer, c'est un schéma qui continue au Maroc. Ça veut dire que l'éducation n'a pas encore bouleversé complètement les mentalités et les représentations des gens dans ce domaine. Quant à la variation sexe, il fonctionne aussi au Maroc comme en Tunisie. Et on a un élément déterminant dans les enquêtes concernant les femmes, c'est l'importance de la télévision comme moyen, source d'information concernant la pratique religieuse. Un parallèle avec les données de l'enquête en France, série, trajectoire et origine Théo, on a l'évolution de l'intensité de la pratique religieuse des jeunes français descendants de 2 parents immigrés correspond plus à l'évolution décrite en Tunisie. C'est-à-dire le diplôme et le sexe déterminant. Alors que les effets de l'âge sur la religiosité suivent une pente opposée à celle des jeunes générations liées au catholicisme. C'est-à-dire on a à peu près des pentes complètement différentes. La religiosité des musulmans français se fait plus intense dans les classes d'âge les plus jeunes, comme la Tunisie. L'évolution est comparable pour les deux sexes, avec une religiosité plus intense pour les femmes par rapport à celle des hommes constatée à plus bas âge. Donc, les musulmans d'origine maghrébine ou d'origine maghrébine en France ont quasiment la même évolution en termes de religiosité que la Tunisie. C'est-à-dire la Tunisie, avec ses progrès éducatifs, mais complètement différents par rapport au Maroc en ce qui concerne les générations. La famille aussi, pour les sources de connaissances, etc., dans toutes les enquêtes, on voit la famille qui reste importante. L'importance du père, évidemment, fondamentale dans l'influence ou la socialisation de l'enfant. La mère commence à devenir un partenaire important dans l'éducation des enfants et la transmission de la culture religieuse. Et parce que chez les jeunes de 18-24 ans, on le voit très bien, la maman est très présente à 41% dans l'éducation religieuse et l'influence. Par contre, constat qu'on trouve en Tunisie comme au Maroc, c'est la perte d'influence des zaouïas, des confréries religieuses, etc., qui était fondamentale avant, il y a 50 ans, 40 ans, dans la socialisation religieuse des jeunes. Notamment la question qui a été posée au Maroc pour chercher s'il y a encore des gens affiliés à des zaouïas ou à des confréries. Et là, les chiffres sont vraiment très très bas. Nous avons la tariqa 0,9 pour la zaouïa et 0,6 pour les affiliés à des confréries religieuses. C'est-à-dire que les jeunes générations abandonnent carrément cette voie-là. Certes, on voit dans les classes moyennes arriver une offre nouvelle avec la chichia, etc., mais qui reste quand même très limitée par rapport à la population et par rapport à ce qu'on... On est en train de voir la chute des zaouïas et la chute des partis politiques, c'est exactement la même pratique. C'est-à-dire, extraordinaire le phénomène quand on pose la question aussi des gens affiliés à des partis politiques. Comment ça a chuté depuis maintenant les années 70. Pour ce qui est de l'information et des connaissances religieuses, là aussi on assiste à une mutation extraordinaire.
c'est qu'avant, on peut dire que la connaissance religieuse c'était une denrée rare. Il y a le Maroc d'avant, le Maroc justement de cet islam maraboutique. Très peu de gens avaient accès à la connaissance religieuse puisque c'était le monopole des ulama. Et les ulama c'était surtout les grands centres urbains et ils n'étaient pas nombreux. Mais ce qui explique évidemment ça, c'est la faible littératie de la population. C'est-à-dire le Maroc, c'était un pays quand même jusqu'aux années 40-50 où 96% des gens étaient analphabètes. Donc la religiosité, c'est plutôt une pratique, une orthopraxie quotidienne, mais pas tellement de connaissances religieuses. À présent, on voit que la connaissance se généralise. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec les masses médias et les technologies, les connaissances qu'avait le alim au 19e siècle, c'est quasiment les connaissances qu'a un adolescent aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut se mettre dans... Évidemment, il n'apprend pas par cœur le Coran, mais n'importe quel adolescent aujourd'hui, un discours sur la religion, sur ce qu'il faut faire, la norme, on suit, etc. Il répond à toutes les questions. Alors que j'ai dit, ces questions-là, personne ne les posait, c'est juste le alim ou le talib qui avait ce monopole. Donc ça se généralise avec l'éducation, avec les médias. Et l'essor d'un puritanisme de l'islam scripturaire, évidemment, remarqué déjà par Clifford Geertz dans les années 50, avec un individu qui recourt systématiquement à l'écrit, et la crise, évidemment, de ces agences dont on a parlé, notamment les agences collectives traditionnelles, la zaouia, même la mosquée, etc. Et en matière de connaissances religieuses, on voit un éclectisme, il y a une sorte de bricolage individuel qui se substitue à cet héritage qui était là, par exemple, transmis par les parents, par la famille ou par la confrérie religieuse. On voit qu'elle est remplacée par, justement, chacun constitue ou compose sa connaissance religieuse à partir de sources complètement différentes, mais de façon autodidacte et de façon très individuelle, en quelque sorte, en matière de constitution du savoir religieux. Et là, je vous donne les chiffres concernant l'enquête de 2006 pour voir un peu quelles sont ces agences ou ces sources d'information. Et on voit à 24% encore les imams de mosquée, les gens qui déclarent, et c'est surtout dans les zones rurales. Plus on est dans le monde urbain, moins l'importance de l'imam est là. Les prédicateurs, 5,8. Et évidemment, la télévision, c'est le phénomène important qui s'explique aussi, comme j'ai dit, par une société marocaine très en retard en matière de littératie par rapport à d'autres pays, c'est-à-dire l'usage de l'écrit et de la culture écrite par rapport à l'oral. Le Maroc reste quand même à beaucoup de retard par rapport aux deux autres pays maghrébins qui ont fait beaucoup d'efforts en matière de scolarisation dès les années 60. Alors que le Maroc, la généralisation n'a commencé véritablement que vers les années fin des années 80 et début des années 90. Donc voilà, les enquêtés qui disent que la source c'est la télévision, c'est 34%. Et on sait que depuis les années 90, que les télévisions orientales du Moyen-Orient, spécialisées dans la religion, Iqra, etc., sont très regardées, notamment par les jeunes femmes, par les femmes en général. 61% des enquêtés disent qu'ils regardent ces chaînes-là, qui sont des chaînes en matière religieuse. C'est pour ça que je dis, lorsque l'État prend en charge la religiosité de ses citoyens, c'est le moment où justement cette religiosité lui échappe définitivement, puisque les sources d'information religieuse sont devenues hors territoire en quelque sorte, et ça pose énormément de problèmes. Pour vous donner une anecdote comme ça qui illustre ça et qui montre la difficulté aujourd'hui pour l'État de gérer ça, je sors fin de journée, je capte la radio en voiture comme ça pour voir une émission qui est faite par la radio Mohamed VI, financée par l'État, par le contribuable. Et donc l'émission elle s'appelle Yes'alouna, il t'interroge. Et donc c'est une sorte de fatwa à travers la radio. Et
la première, avant de commencer, il nous récite tout le récit du ministre des Habous. L'islam marocain a sa spécificité, nous luttons contre les vagues idéologiques qui viennent d'ailleurs, parce que notre islam il a ses origines dans le manichisme, etc. Il récite le discours officiel du ministre. La première question qui arrive, une dame qui parle de slow, jeune fille, apparemment dans sa façon de parler, qu'il a passé par l'université, et la question est bizarre, puisque déjà la construction de la question montre dans quelle religiosité on se place. Elle dit, voilà, j'ai un stage à faire à Agadir, je suis enseignante, et est-ce que justement l'islam autorise à voyager seul? Quelqu'un qui voyage au Maroc, il voit bien qu'il y a dans les trains plus de femmes que d'hommes. Commencer à se poser ce genre de questions de haram et de halal pour le voyage de la femme, veut dire déjà se placer sur une religiosité particulière. Donc la question est étonnante. Lui, sa réponse automatique, c'est non. Parce que le voyage seul, c'est la mixité, c'est redit là, donc c'est la délinquance, etc., etc. Il construit tout un discours. Et là, j'avais un rendez-vous avec le ministre 2 jours après. J'arrive chez lui, je lui dis, voilà ce que j'ai écouté, c'est ta télévision, financée pas. Et lui, c'est un imam fonctionnaire. Et voilà ce qu'il dit. Et il me sort, mais c'est... Comment on peut faire? C'est un logiciel qui fonctionne aujourd'hui et qui dépasse le cadre. C'est-à-dire aussi, le salafisme en tant qu'idéologie, ça y est, il a gagné la bataille en quelque sorte des esprits. C'est-à-dire, voilà un fonctionnaire de l'État qui sort un discours de l'État, mais quand il s'agit de répondre à une question très pratique, il répond à un discours d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite n'a même plus besoin d'agents ni d'investissement, puisque tout le monde reproduit ce discours un peu partout, y compris au sein même des ulama du Maroc. Et il m'a dit, oui, ça devient un logiciel qui est déjà là. Il faut vraiment formater l'ensemble et ça demande énormément de travail. Même si nous faisons ce travail, on n'arrive pas à changer justement ces éléments. Alors voilà, la question de la télévision et les médias aujourd'hui ont eu un impact considérable. Et lorsqu'on s'est rendu compte de ça, c'était un peu trop tard puisque c'est devenu quasiment une sorte de doxa que les gens se transmettent. Et on constate également ce retard éducatif que le livre, il écrit, c'est une source secondaire au Maroc. C'est une source vraiment secondaire, les chiffres le montrent notamment en ce qui concerne l'usage du livre et de l'écrit. Et je vous donne ici une autre enquête qui a été réalisée à Mohammadi, à l'université de Mohammadi à côté de Casablanca. Alors cet enseignant, par questionnaire, il a travaillé sur les étudiants des facultés de droit, facultés de lettres et facultés de sciences, pour voir justement l'impact de ce qu'on appelle les prédicateurs stars des télévisions. Prédicateurs catholiques, comme on dit. Et là, on voit quelque chose de très étonnant, c'est que les jeunes étudiants, donc scolarisés, qui ont un certain niveau d'éducation, ça veut dire qu'on s'approche un peu du modèle tunisien, puisque plus on est éduqué, quand on fait des enquêtes à l'université, on voit que non seulement ils connaissent les prédicateurs par leur nom, ils arrivent à citer 7 prédicateurs, certains. Ils ont eu même des correspondances avec ces prédicateurs, et ce qui est étonnant, c'est lorsqu'on leur demande de citer le nom de responsable du ulama, du chef du ulama de Mohammedia, 92% ne connaissent pas son nom. Mais pire encore, c'est lorsqu'on leur demande est-ce que vous connaissez le nom du ministre des Habous et des Affaires islamiques, 66% déclarent ne pas connaître le nom de Sahib. C'est là où on voit cet impact des médias qui est en train aujourd'hui de changer complètement la configuration de cette religiosité dans nos pays, où il est très difficile aujourd'hui de contrôler les sources d'information et de socialisation des jeunes en matière religieuse. Le Coran a une place toujours importante, ça toutes les enquêtes en Tunisie comme au Maroc le montrent, comme les de beaucoup de gens.
Mais il y a aussi le fait que les gens n'apprennent plus par cœur. Ça, c'est un phénomène auquel on a assisté. Et de plus en plus, les gens ont le Coran entier sur leur portable. Et donc, on fait maintenant attention quand dans une conférence on fait une citation coranique, on est tout de suite corrigé parce que les gens regardent immédiatement comment ça se prononce. Mais la majorité des gens possèdent le mushaf à la maison, c'est devenu, il y a des éditions très populaires, pratiques, etc. Par contre, au Maroc, le constat était terrible, c'est que à travers certaines questions concernant la culture religieuse, nous avons constaté une faible culture religieuse, on peut même parler d'inculture religieuse. C'est-à-dire lorsqu'on fait une enquête nationale sur la population en général, puisque leur source c'est la télévision en priorité, dès qu'on pose des questions, par exemple, touchant à des questions qui relèvent de la culture minimale nécessaire pour un Marocain, là par exemple vous voyez quand on leur pose la question, parce que le Maroc parle beaucoup, nous sommes les Malikites, alors on leur pose la question, est-ce que vous connaissez les 4 doctrines, etc. Et là on voit très peu de gens connaissent et très peu peuvent dire vraiment concernant les premiers califes, alors qu'ils ont reçu du cours, quand ils sont scolarisés, etc. On a très peu de gens qui arrivent à donner les noms des califes et même à donner chronologiquement, évidemment, l'ordre des califes. Là aussi, pour les personnalités religieuses, très peu de gens citent les personnalités religieuses. Ils n'ont pas de héros religieux connus, etc. Et surtout de religieux marocains. Ils peuvent citer parfois des gens du Moyen-Orient, mais pas du Maroc. C'est des questions qui nous ont donné une indication sur justement la lecture, sur cette question de s'ils n'ont plus la religiosité de leurs parents anciens, est-ce qu'ils ont une religiosité scripturaire? Le Maroc est à ce niveau-là un pays en transition qui n'a pas eu encore justement accès à cette culture écrite de façon massive. C'est-à-dire on est encore dans le stade de la télévision et l'élément dominant dans les sources culturelles. Voilà, rapidement, pour les croyances religieuses, on ne va pas revenir sur ça, on voit bien qu'ils ont intégré l'idée que c'est du charlatanisme, quand il s'agit par exemple de visite des saints, des marabouts. Nous avons les mots qui sont utilisés, c'est un mélange de mots scientifiques et de mots religieux. Takhallouf, pour parler de sous-développement, ou les gens qui utilisent illicite haram, c'est 25%, mais surtout ils utilisent le terme sha'wada, charlatanisme, pour les visites là où leurs parents allaient régulièrement, etc. Chez les jeunes scolarisés, évidemment, ça atteint 70%. Donc ça confirme la thèse que ces jeunes sont contre une forme de religiosité. Et ce que disait Clifford Geertz, que disons, le travail commencé par les nationalistes salafites est en train d'atteindre ses objectifs, puisque cette forme de religiosité ne correspond plus à ce que pensent les Marocains de leur identité, etc. Alors, pour la normativité, là aussi, on a posé un certain nombre de questions, aussi bien dans l'enquête marocaine de 2006 que dans l'enquête tunisienne, pour voir un peu comment ça impacte les conceptions des jeunes, notamment sur ces questions-là. Il y a encore beaucoup qui répondent qu'ils sont d'accord avec la polygamie, par exemple, par adhésion religieuse, etc. Mais c'est moins que chez la population en général. La question du droit successorial, l'héritage, là on voit que les choses sont en train de bouger. De l'enquête de 2006, par exemple, on a eu 12% qui disent qu'ils trouvent injuste le partage de l'héritage entre garçons et filles. Nous avons en 2015 atteint des chiffres beaucoup plus importants, puisque 39,6% disent qu'ils sont d'accord avec les gens qui trouvent par des moyens détournés de partager à égalité l'héritage.
C'est-à-dire, d'une certaine façon, il y a quelque chose qui bouge. Et on a constaté que plus la société ouvre les débats sur ces questions-là, plus les gens arrivent à adapter leurs attitudes, à changer leurs attitudes envers la norme religieuse, même si on a aussi constaté que les jeunes affichent une adhésion quasi radicale à la norme, parfois, mais dès qu'il s'agit de la pratique, sont les premiers à négocier avec cette norme de façon très astucieuse généralement. Pour les espaces publics, c'est la même chose, la mixité. Nous avons constaté qu'au Maroc, par exemple, beaucoup adhèrent à la mixité à l'école. C'est devenu quelque chose qui est entré dans les mœurs. C'est moins lorsqu'il s'agit de mixité sur les plages. Donc, les cérémonies familiales, évidemment, 50%, alors que cette question aussi, c'est l'influence du Moyen-Orient, des télévisions, etc. Les jeunes sont beaucoup plus favorables à la mixité que les gens âgés, notamment pour ce qui touche aux questions sur les plages. Pour la liberté religieuse, la liberté de conviction, là aussi ça bouge, c'est en train de... On a atteint, par exemple, dans la dernière enquête de 2015, 32,6% des adultes, mais beaucoup plus chez les adolescents, qui considèrent qu'un Marocain a le droit de changer de religion. C'est-à-dire qu'on commence à peine, mais on commence, on a déjà plus d'un tiers chez la population qui n'accorde plus d'importance au fait que l'islam, alors qu'ils affichent que l'islam comme élément identitaire important, il devient tolérant vis-à-vis d'eux. Alors qu'est-ce qui a changé? Ça aussi, il faut creuser ces questions-là pour voir. Ah, sur le port de hijab, c'est la question la plus compliquée. La plus compliquée parce qu'il est complexe, parce qu'il y a des stratégies complètement qui relèvent du religieux, du social, de l'économique, etc. Mais le grand constat, c'est qu'il y a une adhésion à cette question des hijabs. Beaucoup considèrent que 66% qu'il y a une tenue islamique, que l'islam a une certaine pudeur dans la question des tenues, etc. 63 chez les jeunes, et donc ça augmente, notamment chez les 25-34 ans. Le port de hijab est approuvé au Maroc comme en Tunisie, c'est 76 et 63 chez les jeunes tunisiens. Mais par contre, lorsque les femmes qui ont été interrogées, qui ont été enquêtées, les 609 femmes dans l'enquête de 2006, on a trouvé que 39 qui avaient le hijab. Mais quand on parle de est-ce qu'il faut qu'elle a, là le chiffre augmente. Ça veut dire que quand il faut afficher la norme, on arrive à des chiffres, comme on a dit, 66, etc. Mais quand il s'agit de mettre le hijab réellement, on a des chiffres en moins. Ça veut dire que souvent on dit oui, mais j'attends un peu, que je suis en train de voir, etc. Mais bon, la norme est là. La pratique de la norme, c'est autre chose. Et évidemment, c'est plus dans le milieu urbain que dans le milieu rural. La chose se pose énormément dans le milieu rural. Et chez les femmes instruites qui ont reçu une instruction, notamment, on voit que les chiffres changent en fonction. Au Maroc, c'est, disons, les analphabètes et ceux qui ont fait des études universitaires ont le même attitude. Mais au milieu, c'est celles qui demandent le plus de hijab. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on a vu dans beaucoup d'enquêtes des paradoxes comme ça. Par exemple, l'enquête sur le lien social, on a posé la question, si une femme se présente dans la circonscription dans laquelle vous êtes, est-ce que vous allez voter pour elle? Évidemment, on a des réponses. Ce qui est étonnant, c'est que le nombre des analphabètes qui voteraient par bon sens pour une femme dans la circonscription, ils disent, c'est les compétentes, pourquoi pas? Alors que le chiffre de 16% chez les universitaires, chez les gens qui ont reçu une instruction linguistique, qui disent non.
c'est-à-dire par opposition idéologique. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que les études universitaires permettent une adhésion à des droits. Les études universitaires, parfois, créent des attitudes, justement, idéologiques très, très rigides. Et on a senti ça au niveau de l'avortement, au niveau justement de l'attitude vis-à-vis des droits des femmes, etc., etc. Ça veut dire que au Maroc aussi, plus on est instruit, plus on construit aussi des attitudes idéologiques. Oui, mais ça dépend de quel type d'instruction, j'imagine. Parce que si vous faites, j'imagine, des enquêtes, je ne sais pas, en ingénierie ou en sciences sociales, c'est pas la même chose. Mais là, c'est une enquête donc, qui était nationale. Et donc, le facteur niveau d'études, on a constaté qu'il intervient dans beaucoup de décisions qui ont fait objet de débat dans la société et que les gens ont forgé un peu une attitude vis-à-vis de cette question. Quand il s'agit par exemple de la parité, quand il s'agit de la question de l'avortement, on voit que des attitudes ont été faites, alors que chez la population analphabète, soit ils répondent « je ne sais pas », c'est-à-dire « je n'ai pas suffisamment d'éléments d'information pour répondre », soit ils utilisent le bon sens. Ben, s'il est compétent, d'accord. Mais chez les autres, non. C'est-à-dire, soit il est pour, et là, il y en a, soit il a une attitude vis-à-vis quand on a des clivages comme ça, idéologiques. Et c'est la même chose pour le voile, où nous constatons effectivement que chez beaucoup de jeunes femmes, notamment dans des enquêtes de qualité, c'est des livres dont je vous ai parlé, une enquête sur la Tunisie d'avant la Révolution et une autre enquête après sur la construction du corps et du hijab, etc. Et on a fait des interviews, mais longs, etc., un suivi du terrain. Les jeunes filles qui ont fait leur thèse sur ces questions-là nous montrent justement que c'est une question très complexe, le hijab. C'est-à-dire, dans la logique discursive des acteurs, les femmes notamment, il y a toute une élaboration des discours sur l'anti-modernité, sur la modernité, sur l'identité, sur les valeurs locales, sur l'importance du hijab pour s'affirmer culturellement, etc. Mais dès qu'on passe aux stratégies pratiques, là on voit que c'est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, la fille qui met le hijab, ce n'est pas la fille qui veut vivre comme sa grand-mère. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est une fille complètement autonome, qui veut son travail, qui veut avoir une activité hors du foyer, qui veut aussi participer à l'espace. Par exemple, celles qui ont mis le niqab dans l'université tunisienne. Le niqab, c'est complètement noir, total. C'est celles qui restent jusqu'à 1h du matin dans les débats au sein de l'université. C'est celles qui sont les plus militantes et qui sont dans l'espace public de façon plus dynamique et plus active. Donc le hijab, dès qu'il s'agit de comment on le pratique, etc., là ça commence à devenir quelque chose de beaucoup plus complexe. Et je vous conseille d'aller voir des enquêtes beaucoup plus élaborées, comme ces ouvrages-là, pour voir la complexité de ça et les stratégies des acteurs dans ce domaine-là, parce que ça permet d'avoir un éclairage beaucoup plus important. Je ne sais pas si... Bah, il vous reste quelques minutes, quelques conclusions. Voilà. La question du rapport entre le politique et le religieux aussi, c'est une question complexe. Nous avons un pourcentage très faible chez les jeunes où d'abord on voit que cette doxa des télévisions, des médias, etc., a imprégné les jeunes. Mais ce n'est que des slogans. Dès qu'on passe à des choses beaucoup plus précises, etc., là on voit que les jeunes négocient complètement des écarts par rapport à ces affirmations-là. Mais on constate par exemple que 25% des jeunes, notamment 18-24 ans, disent qu'ils partagent les idées de ces mouvements djihadistes, etc. Donc
un peu ce qui a été constaté aussi au niveau d'autres enquêtes ici en France et ailleurs. Ce petit quart qui affiche son adhésion, ça ne veut pas dire qu'il va passer à l'acte ou qu'il va devenir djihadiste, mais qui affiche idéologiquement que ces gens-là ont le droit, parce que, etc., et surtout un discours concernant le droit à cette lutte, etc. Et on a déjà dans les enquêtes de Mouni Al-Sharibi concernant la norme, l'affichage de la norme et la négociation au niveau pratique, a très bien développé cet aspect-là en montrant comment chez les jeunes il y avait des arbitrages, des négociations, etc. sur beaucoup de questions, aussi bien concernant la sexualité en mariage, alors qu'il affiche la charia, concernant la mixité, concernant beaucoup d'éléments qui montrent que les jeunes sont à la fois partagés en un discours religieux qui affiche la norme et un autre. Et on soupçonne que derrière cet affichage de la norme religieuse, il y a aussi une dimension politique générationnelle, c'est-à-dire mobiliser des ressources religieuses dans une contestation politique de la génération. Alors, pour les conclusions, il y a des choses qui sont simples qu'on peut tirer comme tout le monde. Toutes ces enquêtes sont d'accord sur le déclin de l'islam confrérique et maraboutique. Il y a eu des tentatives de redonner vie à cet islam-là à différents moments au niveau du Maroc et maintenant en Algérie aussi, il y a eu des tentatives, mais on sent que ça ne prend pas. Les jeunes générations sont de plus en plus exposées à cet islam savant qui était le monopole d'une petite minorité. Et évidemment, ils sont dans une critique de l'islam dont on a parlé, l'islam populaire, l'islam d'avant, etc. Et qu'une sorte de doxa, discours islamique, qui, on peut dire qu'il a commencé avec les frères musulmans dès les années 30 dans le monde arabe musulman, mais comme ils ont pris dans beaucoup de pays, ils ont pris le système éducatif, ce dont on a parlé hier. Le système éducatif saoudien, par exemple, a été créé par les frères musulmans qui sont partis d'Égypte. La même chose pour les pays du Golfe. Au Maroc, il y a eu, et en Algérie également. Donc, à travers les manuels, à travers le système éducatif, ils ont réussi quand même à ce qu'une sorte de doxa commence à devenir dominante. Et c'est celle que vous allez voir dans les débats avec les jeunes. Oui, si on applique l'islam, il n'y aura plus de pauvreté. Oui, l'islam peut régler le problème de la justice, etc., etc. Ça, c'est le discours de l'éthique un peu de l'islamisme qu'on retrouve dans les enquêtes et qui est là. Mais ça n'empêche pas que les choses deviennent beaucoup plus nuancées dès qu'on entre dans les détails, etc. La connaissance religieuse, évidemment, là aussi, on a un travail individuel, autodidacte, très éclectique, etc., par les médias. Et c'est quelque chose qui devient aujourd'hui fondamental, qu'il faut intégrer dans les données, et que la télévision marocaine ou la radio marocaine ne luttera pas contre ça, et même l'école. Et la thèse du retour de religieux, évidemment, n'a pas été abordée dans ces enquêtes marocaines, puisqu'on a privilégié justement de voir le redéploiement des religieux dans les pratiques des gens, et voir aussi comment ce redéploiement de religieux va en même temps avec une certaine sécularisation, qui vient par l'individuation des pratiques et par des tas de choix des individus, des transformations dans la société, qui montrent que opposer sécularisation et religion, peut-être que ça fonctionne chez les jeunes catholiques de France, on le constate, mais ça ne fonctionne pas chez les jeunes musulmans, puisqu'ils sont en train de vivre à la fois la sécularisation et une certaine appropriation des symboles et des signes religieux. On le voit par exemple pour ce qui est de champs entiers qui sont en train de se déconnecter de la religion. Et dans cette enquête de l'islam au quotidien, on l'avait vu même pour les choix religieux. Par exemple, lorsqu'on pose des questions concernant certaines mosquées, pourquoi vous préférez aller dans telle mosquée, pas dans d'autres?
En principe, normalement, avant, on va dans une mosquée parce que c'est la mosquée la plus proche. C'était le lieu qui détermine. Là, on commence à sortir des choses comme la voix de l'imam est agréable. On commence à sortir, par exemple, la mosquée sur laquelle on est, l'hygiène. C'est une mosquée propre. On commence... Ce sont des critères qui relèvent de l'ordre sécularisé qu'on intègre dans le choix d'un lieu religieux. Et donc, ce n'est plus comme avant, on dit il y a un imam très intéressant parce qu'il a une voix, pas la voix au sens de... Il a un choix, par exemple, les salafistes. Là, le choix de l'imam parfois n'arrive pas. C'est-à-dire arrivent plutôt des considérations personnelles, esthétiques, hygiéniques, surtout chez les femmes. L'hygiène intervient dans le choix des mosquées, etc., etc. Donc on considère que plutôt que de parler de l'évolution en termes évidemment de retour de religieux, en termes d'effets générationnels et de période, pour les chercheurs qui ont étudié le cas de l'islam au quotidien, constatent que c'est un effet générationnel, ça c'est sûr, mais en même temps c'est un effet d'époque dans le sens où beaucoup de jeunes s'approprient la religion pour justement s'affirmer contre ou dans le débat avec les générations précédentes. Donc le lexique religieux est approprié doublement dans une sorte de rupture à la fois générationnelle et idéologique, comme on le constate dans beaucoup de pays, y compris par exemple dans la Tunisie. Voilà, merci infiniment.